Le 2 novembre 1996, Damien Nettles, un ado de 16 ans, avait prévu de faire la fête avec son meilleur ami dans une petite île portuaire de l'île de Wight, une île tranquille au sud de l'Angleterre. Mais leur soirée ne s'est pas passée comme prévu. Damien s'est volatilisé dans la nuit. Ça a été le début d'une affaire obscure qui n'a toujours pas été élucidée aujourd'hui. Et vous allez tout savoir sur cette affaire mystérieuse juste après ça. Comme annoncé dans l'intro, on va partir aujourd'hui en Angleterre pour parler d'un cold case qui intrigue pas mal de personnes là-bas depuis plus de 20 ans, la disparition de Damien Nettles. C'est une affaire particulièrement tragique parce qu'elle concerne un ado de 16 ans assez attachant qui s'est volatilisé sans explication sur l'île de Wight. C'est une véritable énigme qui a ému évidemment sa famille, mais aussi pas mal de monde là-bas, personne n'a oublié Damien. Cette disparition hante encore la mémoire de beaucoup d'habitants là-bas, mais assez parlé et plongeons tout de suite ensemble dans cette histoire. Partons sur l'île de Wight, une île à environ 3 km au large de la côte sud de l'Angleterre. D'une superficie de 380 km², c'est la plus grande île et la deuxième île la plus peuplée avec 140 000 habitants. L'île de Wight, qui fait partie du comté du Hampshire, est essentiellement rurale. Les plus grandes agglomérations sont situées sur la côte. Abritant une nature sauvage et de belles falaises, cette île est notamment réputée pour ses fossiles de dinosaures. C'est là qu'on a découvert les restes du plus grand prédateur d'Europe, un spinosaure de 10 mètres de long. Et l'île est également connue pour son célèbre festival qui accueille tous les ans les plus grands groupes de musique pop et rock britanniques. Chaque été, l'île de Wight est envahie par les festivaliers et les touristes, mais comme déjà dit, il y a quand même plus de 100 000 personnes qui vivent à l'année là-bas. Des gens aisés, des pauvres et aussi des familles de la classe moyenne, comme celle de Damien Nettles. Ed, son père, est américain et Valérie, sa mère, anglaise. Les Nettles ont eu 4 enfants et Damien est le deuxième. Il a un jeune frère et 2 sœurs dont une est plus âgée. Décrite comme soudée, la famille Nettles a beaucoup voyagé avant de finalement s'installer en 1990 à Cowes, une petite île portuaire de l'île de Wight, située sur les rives du Solent, le bras de mer qui sépare l'île du reste de l'Angleterre. En fait, la ville se décompose en 2 parties, West Cowes à l'ouest et East Cowes à l'est, de l'autre côté de la rivière Medina qu'on traverse au moyen d'un petit ferry. Et Cowes a typiquement une ambiance de petit port anglais avec ses quais, ses pubs et ses fish and chips. En ce qui concerne son physique, Damien a une particularité, il est immense. En effet, il mesure 1,93 m à seulement 16 ans. Damien est un adolescent typique du milieu des années 90. Il adore la musique et la culture pop. Il est fan de groupes comme Nirvana, Blur et bien sûr les Beatles. Le jeune homme est souvent vu en train de porter des Doc Martens aux pieds, incarnant le style de l'époque. Damien, c'est un peu le copain que tout le monde aime avoir à Cowes. Il a un bon sens de l'humour et dès qu'il est là, vous savez que vous allez passer un bon moment. Malgré sa taille imposante de 1,93 m qui le fait sortir du lot, il s'entend bien avec tout le monde. Et on le surnomme d'ailleurs le gentil géant. Même s'il aime parfois s'amuser aussi en classe parce qu'il n'est pas toujours très motivé par les cours, Damien est quand même décrit comme une personne brillante. Et attiré par les mystères de la mer, son rêve est d'étudier la biologie marine. Damien est quelqu'un de plutôt créatif et lors de son temps libre, il aime dessiner, écrire et faire de la musique. C'est un musicien accompli capable de jouer de plusieurs instruments comme du trombone ou de la guitare. Début novembre 1996, l'automne bat son plein sur l'île de Wight. Ciel gris, pluie et vent sont souvent au programme. Un temps typiquement anglais. Damien a récemment rompu avec sa petite amie Abby Scott, mais ça n'a pas l'air de trop le contrarier. Même s'il est un peu timide, il a déjà plus ou moins une autre copine, et surtout, il a pas mal de potes, à commencer par Chris Boone, son meilleur ami, qui a le même âge que lui. Et dès que l'occasion de faire la fête se présente, il saute dessus. Car à cause, sur l'île de Wight, la vie s'écoule plus lentement qu'ailleurs, on s'ennuie un peu, et donc le week-end, ils font la fête. Les samedis soirs, Damien et Chris sortent souvent ensemble en ville, et c'est justement ce qu'ils ont prévu de faire ce 2 novembre. Ce soir-là, Damien va sortir avec Chris en ville, comme ils en ont l'habitude. Ils n'ont que 16 ans, mais bon, Cowes, c'est une petite île portuaire tranquille, de plus sur une île, donc c'est forcément beaucoup plus calme qu'à Londres par exemple.
L'île de White est considérée relativement sûre à l'époque, si bien que les habitants ne ferment même pas leurs portes à clé la nuit. On n'est pas à Leeds, Bradford ou Birmingham, qui font partie des villes les plus dangereuses de Grande-Bretagne. À cause, Damien Nettles se sent à l'aise et en sécurité, comme la plupart des gens là-bas. Mais tout va changer le 2 novembre 1996. Ce samedi-là, Ed Nettles dépose en voiture son fils chez son meilleur ami Chris Boone à East Coast. Et avant que Damien ne descende du véhicule, son père lui demande d'être de retour à la maison avant minuit. L'ado lui dit ok en souriant parce que c'est un gentil gars qui a de bonnes relations avec ses parents. Damien assure à son père qu'il sera rentré à la maison avant minuit, puis il descend de voiture. Et c'est la dernière fois que Ed Nettles verra son fils. Damien s'entend très bien avec ses parents, mais comme pas mal d'ados, il ne leur dit pas tout. Et il a omis de dire à son père que ce soir-là, lui et Chris vont se lâcher un peu. Ils vont passer un samedi soir typique d'adolescents rebelles, entre guillemets, c'est-à-dire en gros, boire de l'alcool. Ce qui n'a rien de bien surprenant, il faut dire. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on est en Angleterre. Là-bas, les pubs et la bière sont un peu une religion. À 19h, Damien arrive chez Chris, et 10 minutes plus tard, ils se rendent à une fête à East Coast, dans une maison sur Great Road. Mais il trouve que l'ambiance dans cette soirée n'est pas terrible, parce qu'il n'y a pas d'alcool, la musique est nulle, donc il décide de bouger. Ils partent en direction du port de East Coast, et à 21h30, ils s'arrêtent dans un magasin All Days, qui est une sorte de dépanneur, un magasin Night and Day qui ouvre tard le soir. Le magasin est ouvert, mais ils ont quand même un problème, parce que Damien et Chris n'ont que 16 ans, et en Angleterre, l'âge légal pour acheter de l'alcool est de 18. Mais les deux jeunes ont trouvé une combine. Comme Damien mesure 1m93, sa taille peut laisser penser qu'il a plus de 16 ans, et c'est donc lui qui va essayer d'acheter les bouteilles. Et bien que Damien ait un visage assez juvénile, ça marche. Il réussit à acheter du cidre fort et bon marché, sans qu'on lui demande sa carte d'identité. Lui et Chris repartent alors avec des bouteilles cachées dans un sac en papier. Pour eux, ça n'est que le début de la soirée, parce que vers 21h45, ils prennent le ferry pour West Coast. Un ferry qui traverse la rivière, il n'y en a que pour quelques minutes. Le ferry, c'est un peu le bus local là-bas, et durant la traversée, des témoins vont voir Damien et Chris en train de discuter tranquillement. Et à ce moment-là, ils n'ont pas l'air du tout saouls. À partir de 22h, Damien et Chris remontent les rues qui longent la mer à West Coast. Ils marchent en direction du centre-ville où on trouve les magasins et les restaurants. Et on peut dire qu'ils font la tournée des bars, ou du moins qu'ils essayent. Parce qu'en fait, ça ne marche pas du tout. À chaque fois qu'ils veulent rentrer dans un pub, ils se font recaler à l'entrée. Ils n'arrivent jamais à rentrer dans les pubs à cause de leur âge. Ils se font griller à chaque fois par les vigiles et les barmen. Chris, lui, il a l'air d'avoir à peine 16 ans. Et l'astuce de Damien, d'avoir l'air plus vieux que son âge, ne fonctionne plus. Et on dirait que Damien aussi utilise une autre excuse pour pouvoir rentrer dans les bars. Il dit qu'il cherche à rejoindre sa sœur plus âgée. Seulement, ça ne fonctionne pas plus que le reste, À chaque fois, ils ne peuvent pas rentrer dans les bars, ils sont obligés de dégager, en gros, donc c'est un peu la loose, Et commençant à en avoir marre, parce qu'en plus il pleut, il est fatigué, Chris dit à Damien qu'il a envie de rentrer. Damien a l'air aussi d'accord, et avec Chris, il décide de rentrer se coucher. Et là, c'est assez touchant, je trouve, parce que beaucoup d'entre nous ont connu ce genre de soirée un peu pourrie étant jeune. On sort avec des potes avec l'espoir de passer une bonne soirée, en boîte ou ailleurs, et c'est juste nul quoi. Et si ça vous parle, racontez-nous ça dans les commentaires. Je referme la parenthèse. Vers 22h30, Chris et Damien sont en train de quitter le centre-ville de Cowes à pied, un peu saoul à cause du cidre qu'ils ont acheté. Ils marchent sur Terminal Road, et à cet endroit, Chris tourne vers le sud sur Granville Road, probablement pour retourner vers le terminal du ferry. Damien a l'air de le suivre plus ou moins, mais à un moment donné, ils se séparent. Damien part de son côté et Chris le perd de vue. Quand le jour revient le dimanche 3 novembre 1996, Valérie Nettles s'aperçoit que Damien n'est pas dans sa chambre. Apparemment, il n'est pas rentré de la nuit et ses parents sont tout de suite inquiets. Car même si leur fils n'est pas le dernier à faire la fête, il est plutôt obéissant et il n'est pas du genre à découcher sans prévenir. Sentant que quelque chose ne va pas, Valérie et son mari vont immédiatement à la police locale pour signaler la disparition de leur fils. Mais c'est malheureux, les officiers ne vont pas prendre tout de suite son cas au sérieux. Pire, ils vont même avoir une attitude un peu limite. Déjà, ils vont se tromper sur l'âge de Damien, ils vont indiquer sur le rapport qu'il a 19 ans et pas 16.
Les policiers vont considérer un temps qu'il est donc majeur et pas mineur. Par conséquent, ils ne vont pas trop s'affoler. Valérie Nettles sent avec son instinct de mère qu'il est arrivé quelque chose de grave à son fils. Elle va alors relancer plusieurs fois la police par téléphone, et on ne va pas toujours très bien lui répondre. On va même lui faire comprendre qu'elle dérange, un comble. Mais les jours passent et Damien ne réapparaît pas, et les autorités finissent par comprendre que cette disparition est sérieuse. D'importantes recherches terrestres et maritimes vont être alors menées à Cowes. En vain. On ne trouvera pas Damien car, handicap supplémentaire, il n'avait pas de téléphone portable sur lui. Chose normale vu qu'en 1996, ce n'était que les débuts de la téléphonie mobile. Il n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. En parallèle des recherches sur le terrain, les officiers de police mènent évidemment aussi des investigations. Avis de recherche collés un peu partout en ville, enquête de voisinage, étude des images de vidéosurveillance, les actions classiques. Et ils vont réussir à reconstituer en partie le parcours de Damien Nettles le soir de sa disparition. Après s'être séparé de son copain Chris, le jeune homme est reparti seul en ville. Et là, il a semble-t-il erré dans les rues. D'après les témoins, il avait l'air ivre. Damien a été vu par plusieurs témoins en train d'essayer de rentrer encore à l'intérieur des pubs et aussi de demander des cigarettes à des gens qui traînaient là. Mais l'une des rares choses avérées, c'est qu'à 23h30, Damien est entré dans le Fish and Chips Yorkies. On en est sûr parce qu'il a été filmé par la caméra de vidéosurveillance du restaurant. Et l'employé a remarqué qu'il avait l'air gravement ivre, ayant du mal à parler. Damien est resté quelques minutes à l'intérieur du Fish and Chips, il a acheté des frites, puis a fait un signe de la main et est reparti. Damien a ensuite marché dans High Street, l'une des rues principales de Cowes. Et la dernière observation confirmée du jeune homme a eu lieu à minuit 6, le 3 novembre, lorsqu'une caméra de vidéosurveillance sur la voie publique l'a filmé pour la dernière fois en train de marcher sur High Street. À cette heure tardive, les rues étaient vides, et personne ne sait où est allé Damien ensuite. Après avoir été filmé par cette caméra, l'adolescent a littéralement disparu dans la nuit noire. Comme je vous disais, le problème qui s'est posé dans ce dossier, et ça arrive souvent dans les affaires non résolues, c'est que au départ il y a eu un retard à l'allumage de la part de la police locale, qui a pris un peu cette affaire par-dessus la jambe. Et c'est pas fini, parce que la police va commettre ensuite une autre boulette lourde de conséquences. Elle va effacer par erreur des bandes de vidéosurveillance enregistrées sur la voie publique à Cowes cette nuit-là. En particulier les dernières images de Damien sur High Street. Autant dire que c'est une pièce importante du dossier qui est donc partie en fumée. Et cette erreur grossière va s'ajouter encore à d'autres loupés dont on parlera un peu plus tard. La police va tout de même mener une enquête approfondie pour tenter de retrouver Damien. Interrogatoire, perquisition, de nombreux actes d'enquête vont être accomplis, mais Damien Nettles ne sera jamais retrouvé. Aujourd'hui, près de 30 ans après les faits, la lumière n'a toujours pas été faite sur ce mystère qui a marqué à jamais l'île de Wight. La disparition de Damien continue de hanter l'esprit de ses amis restés sur place, de sa famille et de nombreux habitants de Cowes. Alors, qu'est-il arrivé à l'adolescent? Pourquoi se comportait-il si étrangement avant de disparaître? Et que s'est-il passé après minuit 6 lorsqu'il a été vu pour la dernière fois sur une bande de vidéosurveillance? Pour tenter de répondre à ces questions, nous allons maintenant passer en revue les principales théories envisagées par la police du Hampshire, en apportant de nouvelles informations. Et vous allez voir que cette affaire est peut-être beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. Première théorie, la plus simple et la plus courante, entre guillemets, Damien aurait eu un accident fatal. Car, et c'est une réalité dramatique, il arrive souvent que des jeunes alcoolisés périssent accidentellement lors de sorties nocturnes, des sorties qui finissent mal. Certains ont des accidents de voiture, d'autres font des comas éthyliques ou des chutes mortelles. Et Damien Nettles a été vu pour la dernière fois sur High Street à Cowes, non loin de la mer. On est à moins de 50 mètres de l'eau à vol d'oiseau. Les policiers ont donc dans un premier temps théorisé que l'ado serait tombé dans l'eau. Cependant, le capitaine du port de Cowes a écarté cette théorie. Parce que si Damien était allé dans l'eau cette nuit-là, il aurait été ramené à terre. Et c'est un fait. Les recherches maritimes ont été infructueuses. La mer n'a rendu aucun corps. Voilà pourquoi Damien ne s'est, selon toute apparence, pas noyé ce soir-là. Après la piste accidentelle, les enquêteurs ont envisagé d'autres possibilités. Et la seconde théorie qu'ils ont étudiée est que Damien aurait été victime d'un acte criminel.
Une théorie apparue surtout en 2002 parce que cette année-là, 6 ans après la disparition de Damien, une piste intéressante a fait surface. Un informateur anonyme surnommé Weatherman, qui vit dans la région de Cowes, a indiqué à la police locale que la disparition de Damien Nettles était liée à une histoire de drogue. Et quand on y repense, c'est vrai que l'ado avait une attitude étrange le soir de sa disparition. Et Chris Boone, qui était avec Damien lors de cette sortie funeste, a déclaré bien plus tard, en 2016, qu'il ne l'avait pas vu prendre quoi que ce soit ce soir-là. Néanmoins, il a reconnu qu'il fumait du cannabis de temps en temps, comme d'autres jeunes de l'île. Car sous son apparence de petit port anglais tranquille, Cowes cachait un milieu underground où l'on trouvait de la drogue et où l'on croisait des dealers et des individus peu recommandables. Et on a pu entendre dire que depuis quelque temps, Damien fréquentait certaines de ces personnes beaucoup plus âgées que lui. Et le Weatherman, l'informateur anonyme qui a révélé cette piste, a même donné un nom. Celui de Nicky McNamara, un trafiquant de drogue local. Selon l'indicateur anonyme, McNamara aurait tué accidentellement Damien lors d'une dispute à propos d'une petite dette de cannabis. L'homme aurait donné un coup de poing à l'ado qui aurait fait une chute mortelle. Par la suite, son corps aurait été caché dans un repère de trafiquants de drogue pendant des semaines avant d'être enterré dans un sac en toile près d'une piste cyclable. Les policiers ont visiblement pris au sérieux cette piste qui paraissait assez crédible, seulement tout n'est pas si simple. Car tout d'abord, Nicky McNamara est décédé en 2002 d'une overdose. Il n'était donc plus possible d'interroger le suspect principal. La police a tout de même procédé à des arrestations en 2010 visant des individus liés au milieu local de la drogue et à McNamara. Seulement, ça n'a rien donné. Et surtout, on s'est rendu compte après coup que l'informateur anonyme, The Weatherman, n'était peut-être pas aussi fiable que ça, parce que il a changé de version par la suite. Pour embrouiller un peu plus les choses, d'autres rumeurs, d'autres versions des faits ont aussi émergé à cause. Et un autre informateur, lui aussi anonyme, a dit que le lendemain de la disparition de Damien Nettles, il aurait été témoin d'une scène assez étrange. Il aurait vu McNamara en train de faire brûler des choses dans un bidon en métal devant un chalet où il séjournait parfois. L'homme était-il en train de détruire des preuves? Impossible de le dire. Mais l'informateur a suggéré que McNamara avait bien assassiné Damien et qu'il avait détruit ses restes. La police a bien entendu procédé à des vérifications. Elle a perquisitionné cet ancien chalet avec un chien à la recherche d'indices. Des membres de la police scientifique ont aussi évidemment fait des prélèvements. Mais tout le monde est reparti bredouille, ils n'ont trouvé aucun indice concluant. Ce tuyau était, semble-t-il, bidon, surtout que par la suite, un autre informateur a lui indiqué que les restes de Damien auraient été cette fois enterrés dans une zone boisée de l'île. Là encore, les enquêteurs ont vérifié. Ils ont fouillé ces bois sur l'île de White comme des étangs, dans l'espoir de retrouver quelque chose. Mais tous ces efforts n'ont rien donné. Ils n'ont jamais rien découvert. Malgré cela, le nom de McNamara est resté au cœur de nombreuses théories. Nicky McNamara est resté suspect aux yeux de certains à cause d'un autre témoignage. En 2007, un enquêteur privé nommé Ivor Edwards a commencé à aider la famille Nettles. Et Edwards a trouvé un autre témoin suggérant aussi l'implication de McNamara. La nuit de la disparition de Damien, un témoin a affirmé avoir vu McNamara plaquer un garçon contre un mur près de Bar Hills, un endroit isolé à quelques minutes à pied de High Street. Énervé, Nicky McNamara aurait attrapé par le col un jeune garçon décrit comme grand et maigre. Sa description collait avec celle de Damien. Cependant, ce témoignage n'a pas pu être confirmé et il a mené nulle part comme les autres. Il faut reconnaître que dans les années 2000, les policiers du Hampshire ont fait tout leur possible pour essayer de rattraper leur retard du début. Et comme ils ne pouvaient plus questionner McNamara qui est décédé en 2002, ils ont alors interrogé certains de ses proches. Comme Bunny Hiles. À l'époque, ils faisaient partie tous les deux d'un groupe de dealers qui vendaient de la drogue dans certains pubs de High Street et à Cowes. Hiles a bien entendu été questionné, sa maison perquisitionnée, et la police ne l'a jamais inculpé de quoi que ce soit. En 2016, Bunny Hiles a assuré à la mère de Damien qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de son fils. Et l'homme avait l'air assez sincère. Il a aussi dit qu'il ne croyait pas que McNamara soit impliqué dans la mort de Damien. En tant que meilleur ami, il ne lui avait jamais confié quoi que ce soit à ce sujet, parce qu'ils étaient certes des dealers, ils vendaient de la drogue, mais ils n'étaient pas des tueurs.
Au cours de l'enquête, une autre personne également très proche de McNamara a aussi été interrogée. Son ex-compagne, une toxicomane nommée Shirley Barrett, qui avait une mauvaise réputation à cause. C'est d'ailleurs dans sa maison que McNamara était mort d'une overdose d'héroïne, si bien qu'elle avait été surnommée par les habitants du quartier la maison de la mort. Parmi les nombreuses rumeurs qui circulaient sur l'affaire, on pouvait entendre dire que Nikki avait avoué le meurtre de Damien Nettles peu de temps avant de mourir. Mais interrogée sur cette question précise en 2016, Shirley Barrett a farouchement nié qu'il n'ait jamais dit ça. D'après elle, tout ça c'est faux, retour à la case départ donc, et il faut se poser la question de savoir si toutes ces rumeurs sont réellement fondées. Un certain nombre d'informateurs anonymes ont certes accusé McNamara d'avoir joué un rôle dans la disparition de Damien, mais force est de constater qu'on n'a jamais retrouvé aucune preuve tangible contre lui. Et on a entendu aussi beaucoup de versions différentes des faits le concernant, des versions divergentes. Et on en arrive presque à se dire que certains ont peut-être voulu faire de McNamara le bouc émissaire dans cette affaire. Un coupable idéal parce qu'il n'est plus là pour se défendre. Est-ce que les vrais responsables de la disparition de Damien Nettles n'auraient pas orienté volontairement la police vers une fausse piste? C'est possible qu'il y ait eu une forme de manipulation parce que franchement, quand on creuse un peu avec ces témoignages, on se rend compte que tout n'a pas l'air si net que ça. Surtout qu'en plus, à part McNamara, d'autres cas de figure sont envisageables dans le cadre de cette piste criminelle. Des rumeurs ont par exemple suggéré que Damien aurait pu être victime d'un prédateur. Car même s'il était de grande taille, il n'avait que 16 ans. Il était donc mineur. Damien sortait juste de l'enfance. De plus, il était en état de faiblesse la nuit de sa disparition, fortement alcoolisé. Et quelqu'un a très bien pu lors de cette soirée lui offrir une substance illicite ou bien le droguer à son insu, pour pouvoir gravement abuser de lui ensuite. C'est hélas possible vu le monde dans lequel on vit. En 1996, la police a fait des vérifications concernant un individu avec un casier judiciaire pour des affaires de mœurs. Cependant, cette piste a une nouvelle fois mené dans une impasse. La famille de Damien a toujours été convaincue que le jeune homme n'était pas parti volontairement et que quelqu'un lui avait fait du mal. Ils ont même envisagé qu'il était enlevé. Cependant, ils n'ont jamais pu en apporter la moindre preuve. Par conséquent, ils se sont raccrochés à ce qu'ils avaient, peu de choses en réalité, essentiellement les rumeurs que je vous ai présentées plus tôt. Et ils ont passé beaucoup de temps, par exemple, à fouiller la zone boisée où leur fils aurait été enterré, d'après l'informateur anonyme. Seulement, le secteur est vaste et sauvage, et ils n'ont jamais rien trouvé. Dans cette affaire, la police britannique a été incapable de découvrir la vérité, et la disparition de Damien Nettles a fini par devenir un cold case. L'un des plus grands mystères judiciaires de l'île de Wight. Au fil des ans, l'espoir de retrouver Damien en vie a considérablement diminué, et accablée de tristesse, Valerie Nettles a fini par quitter l'île. Elle a quitté l'île avec son mari, sans doute parce que c'était trop difficile d'y vivre. Trop de souvenirs. Elle est partie vivre avec son époux aux États-Unis, plus particulièrement à Dallas, car comme déjà dit, Ed est américain. Mais même quand les Nettles ont quitté la région, ils ont évidemment continué de suivre l'affaire, ils ont continué à être actifs. Ils ont fait tout leur possible pour médiatiser la disparition de leur fils, demander des informations à la police locale, qu'ils ont aussi critiqué pour sa gestion lamentable du dossier à ses débuts. Car les policiers ont perdu beaucoup de temps, trop de temps au début de l'affaire, et en plus ils ont fait des boulettes, comme par exemple d'effacer les images de surveillance de Damien dans les rues de Cowes. Ces images qui ont été bêtement perdues auraient peut-être été très utiles à l'enquête, elles contenaient peut-être des indices importants. Et ça n'est pas tout. Les forces de l'ordre ont commis aussi d'autres erreurs de gestion. Des journaux d'appel et des carnets de police relatifs à l'affaire ont par exemple également disparu. Si bien que Valerie Nettles a déposé en 2005 une plainte auprès d'une commission indépendante des plaintes contre la police. Elle a déposé une plainte estimant que ces oublis avaient gravement entravé l'enquête. Et c'est vrai qu'on peut difficilement la contredire. Ceci dit, il faut quand même être juste, il faut être honnête, il faut quand même reconnaître que, par la suite, la police du Hampshire a fait de gros efforts pour essayer de solutionner l'affaire. Elle a par exemple en 2011 procédé à 8 arrestations pour complot de meurtre. Mais après une longue période de liberté sous caution, tous les suspects ont été libérés sans inculpation. En 2012, la police du Hampshire a offert cette fois une récompense de 20 000 livres pour toute information susceptible de mener à la découverte du corps de Damien. Sans résultat.
Cette affaire de disparition, qui aurait pu être jugée assez simple au départ, s'est révélée énormément complexe, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, des dissimulations, des informations erronées, des rumeurs, et ça n'a fait que complexifier l'ensemble. On est un peu dans le brouillard, et il est difficile d'y voir clair. Dans ce dossier, le dernier rebondissement notable remonte à 2016. Cette année-là, 2 journalistes de la BBC ont passé 3 mois sur l'île de Wight pour essayer de faire la lumière sur la disparition de Damien. Elles ont rencontré des membres de la famille, des amis du jeune homme et réinterrogé des témoins et des informateurs anonymes. Elles se sont penchées en particulier sur la piste liée à Nicky McNamara, espérant que des témoins de l'époque finiraient par dire ce qu'ils savent. Mais ça n'a pas donné le résultat escompté. Même si la piste McNamara paraissait de prime abord intéressante, force est de constater qu'il y a eu trop de rumeurs infondées, trop de témoignages contradictoires et pas assez de preuves formelles. Il est clair que McNamara n'était pas un petit saint. Mais l'homme n'est plus là pour s'expliquer. Et l'accusé arrange peut-être certains sur l'île de Wight. McNamara est peut-être bien le coupable, mais il peut être aussi un bouc émissaire. On n'a jamais su qui étaient les informateurs anonymes, comme le weatherman, qui l'ont chargé auprès de la police. Mais si ça se trouve, ces personnes ont orienté les policiers vers une fausse piste pour protéger les vrais responsables de la disparition de Damien. En 2016, Valerie Nettles est revenue sur l'île de Wight, non sans émotion. Et avec les journalistes, elle a rencontré certains témoins de l'époque. Valérie a aussi participé à de nouvelles fouilles sur l'île, notamment dans la fameuse zone boisée où les restes de Damien pourraient avoir été enterrés. Le secteur avait déjà été fouillé par des policiers et des bénévoles à la fin des années 90 et au début des années 2000. Mais pour la première fois, on a fait venir sur place un chien spécialisé dans la détection de restes humains. Le chien a arpenté le secteur sans jamais rien trouver. Voilà pourquoi on peut peut-être quand même émettre des doutes sur le tuyau donné à la police. Si ça se trouve, Damien n'a jamais été enterré dans ces bois et il peut être n'importe où sur l'île. Parce que s'il a malheureusement été assassiné en novembre 96, son corps a très certainement été caché quelque part sur l'île. Comme on ne l'a jamais vu nulle part ailleurs et qu'en plus on était sur une île, c'est quand même un endroit dont il n'est pas forcément très facile de partir par ses propres moyens, tout laisse à penser qu'il n'a jamais quitté l'île de Wight. Aujourd'hui, l'enquête reste ouverte auprès de la police du Hampshire. Et le dossier est traité comme une affaire de personnes disparues et non comme une affaire criminelle. Ce qui montre que les policiers n'écartent toujours aucune piste. Pour en finir avec cette affaire dramatique qui hante encore aujourd'hui une partie des habitants de l'île de Wight, écoutons Valerie Nettles, la mère de Damien, qui est une femme assez émouvante. On va écouter ses paroles parce que elles résument parfaitement le calvaire que vivent les familles de personnes disparues. I feel closer to Damien here, and it's going to be hard for me to leave. I would love more time here just to be closer to where he was. Finding his body, or what's left of it, would be a gift. Cette femme est vraiment poignante quand on l'écoute et espérons vraiment un rebondissement, enfin, dans cette affaire mystérieuse. Damien Nettles a disparu depuis presque 30 ans, mais il n'est pas trop tard. On peut encore connaître la vérité, comme on l'a connu dans d'autres affaires. Car il est évident que quelqu'un sait ce qui lui est arrivé en novembre 1996. Et s'il parle, la famille Nettles pourra peut-être enfin commencer à faire son deuil. Mais il serait quand même grand temps qu'il le fasse. Damien Nettles n'a pas disparu dans la nature, il a disparu en ville. Mais il faut rappeler que les zones urbaines peuvent elles aussi se transformer en zones sauvages, surtout la nuit. Et cette affaire a au moins un point commun avec les autres affaires de disparition dans la nature, souvent étudiées sur la chaîne. Les problèmes ont démarré juste après que Damien et Chris se soient séparés. Et cette histoire nous montre qu'une fois de plus, lors de sorties, que ce soit dans la nature ou en ville, il ne faut jamais se séparer. Quand on sort à plusieurs, que ce soit pour aller faire la fête, aller en discothèque ou autre chose, il faut toujours rester ensemble. Dans la mesure du possible, évidemment, parce que si quelqu'un tient absolument à partir, on peut pas le retenir contre son gré forcément, c'est pas toujours facile. Mais bon, cette règle vaut pour les garçons comme pour les filles, et quel que soit notre âge.
Car si Damien et Chris étaient rentrés ensemble lors de cette soirée du 2 novembre 1996, on ne parlerait certainement pas de cette affaire dans cette vidéo aujourd'hui. Donc petit conseil de sécurité, j'en profite toujours quand je peux le faire, si vous sortez avec des amis, rentrez bien avec eux. Et si l'une des personnes a bu, ne la laissez pas seule parce que elle est vulnérable et elle peut être aussi en danger. Elle peut avoir un accident ou bien être ciblée par une personne mal intentionnée. Voilà, donc c'est toujours bon de garder ça en tête. C'est la fin de cette vidéo, et comme d'habitude, si vous avez votre propre théorie dans cette affaire, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo sur une affaire qui était inédite, je vous remercie de mettre un petit like et aussi de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Parce qu'un petit partage ça ne coûte rien et c'est un bon moyen d'aider les créateurs de contenu. Grâce à vous, d'autres personnes découvrent ces vidéos. Et pour ne louper aucune vidéo ou aussi soutenir la chaîne, je vous invite aussi à activer les notifications de la cloche, en plus de vous abonner bien sûr. Si vous ne savez pas encore aider maintenant, d'autres vidéos vont vous être proposées dans quelques instants, notamment la disparition de Jay Slater à Tenerife, de Mike Mansholt à Malte, etc. D'autres jeunes qui ont disparu aussi sur des îles. Et en fouinant dans les playlists, vous pourrez aussi trouver beaucoup d'autres vidéos, je suis sûr que vous en avez loupé certaines. Et puis bon, c'est pas interdit de revoir certaines aussi. En ce qui nous concerne, on va se retrouver prochainement sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur une affaire inédite encore, mais dans l'immédiat, faites pas trop les fous et surtout, ne disparaissez pas.